bonjour à tous. Donc, moi, ce matin, j'ai le plaisir donc de vous parler de détection d'ondes gravitationnelles. Donc c'est un domaine qui est récent, hein, qui a émergé il y a quelques années seulement, depuis qu'on en détecte, effectivement et ça permet de faire, d'avoir une nouvelle manière de faire de l'astronomie, puis surtout d'avoir un nouvel outil, pour faire de la physique. Donc on va voir ça. Donc les ondes gravitationnelles proprement dites, donc elles émergent naturellement dans le cadre de la relativité générale, donc théorie moderne de la gravitation qui propose une description géométrique où les masses courbent l'espace-temps. Et donc pour peu que les masses soient accélérées, on va avoir des perturbations de la métrique qui se propagent dans l'espace à la vitesse de la lumière. Et ces ondes, elles vont avoir un effet dans le plan transverse à la direction de propagation, en contractant ou en dilatant l'espace dans deux directions orthogonales, avec deux états de polarisation indépendants, donc tournés de 45 degrés l'un par rapport à l'autre. Alors l'effet physique de ces perturbations de la métrique va être de changer les distances entre des masses en chute libre dans l'espace, donc comme illustré sur la petite vidéo qui tourne en haut. Et donc l'amplitude de l'onde gravitationnelle, donc ce qu'on note traditionnellement petit h, ça va correspondre à une variation relative de distance. Alors je disais, pour peu que les masses soient accélérées, effectivement, les ondes gravitationnelles sont générées de manière assez générique. Maintenant, si on regarde ce qui fait la luminosité d'une source, on se rend compte que pour avoir de bons émetteurs d'ondes gravitationnelles, il va falloir des sources qui soient asymétriques, qui soient compactes et qui soient relativistes. Donc c'est ça qui nous fait nous tourner vers des sources astrophysiques. Et en particulier, donc l'émetteur canonique d'ondes gravitationnelles, ça va être un système binaire d'objets compacts, donc en orbite l'un autour de l'autre. Alors un petit mot dès le début sur les enjeux scientifiques, on va y revenir plus tard, mais donc pour expliquer qu'effectivement il y a quand même des énergies colossales qui sont mises en jeu. Donc les ondes gravitationnelles nous donnent accès à des phénomènes qui figurent parmi les plus violents dans l'univers. Et l'intérêt, au-delà de l'aspect haute énergie, c'est que les ondes sont vraiment directement reliées au mouvement de masse et donc à la dynamique des événements. Et au-delà de ça, les ondes gravitationnelles elles vont aussi nous permettre de tester la gravitation de manière assez différente de ce qu'on pouvait faire auparavant. Et ça, c'est finalement pas un luxe, puisque la gravitation, on la retrouve au cœur de grandes énigmes de la physique aujourd'hui, donc la question de la matière noire ou de l'énergie noire. La gravitation, c'est vraiment un ingrédient essentiel du modèle cosmologique standard. Alors le spectre des ondes gravitationnelles qu'on peut espérer observer, il est extrêmement vaste. Et ce à quoi on a accès aujourd'hui, c'est essentiellement la partie haute du spectre. Hein. Nos détecteurs actuels fonctionnent entre 10 Hz et 10 kHz. Donc c'est ces grands interféromètres terrestres. Donc à plus basse fréquence, autour du millihertz, ça c'est une zone qu'on espère pouvoir explorer à partir du milieu de la décennie prochaine, donc avec l'interféromètre spatial LISA. Si on descend encore à plus basse fréquence, donc autour du nanohertz, c'est un domaine qui est accessible via la chronométrie de pulsars, et ça j'espère que j'aurai le temps d'en dire un petit mot vers la fin, parce que c'est un sujet qui est chaud actuellement. Et donc si on a en tête là, nos émetteurs canoniques d'ondes gravitationnelles, donc ces systèmes binaires, en fait ce qu'il faut garder en tête, c'est que la masse des objets augmente à mesure que la fréquence décroît. Et puis à l'autre extrême du spectre, donc les ondes gravitationnelles de très très grande période, de périodes aujourd'hui comparables à l'âge de l'univers. Donc là, on ne parle plus de sources astrophysiques, on parle d'ondes gravitationnelles primordiales qui auraient été engendrées dans l'univers extrêmement précoce et dont les traces sont recherchées de manière complètement différente, en fait, via les empreintes qu'elles peuvent avoir laissées sur la polarisation du fond diffus cosmologique. Donc moi aujourd'hui je vais quasiment exclusivement parler donc, de ce qui se passe à l'autre extrême du spectre avec les détecteurs terrestres. Donc juste pour rappeler comment a commencé cette histoire, alors du moins du point de vue expérimental. Donc les premiers efforts expérimentaux pour tenter de détecter les ondes gravitationnelles, ça remonte aux années 60.
avec les travaux de Joe Weber, donc avait été le premier à développer donc les premiers détecteurs de l'époque, hein, donc étaient des détecteurs résonants, des gros cylindres censés entrer en résonance au passage d'une onde gravitationnelle. Alors ces barres de Weber, donc elles ont continué à se développer dans les années 70, où les gens ont aussi commencé à rechercher des méthodes de détection alternatives et ont commencé à étudier cette histoire d'utiliser des interféromètres. Alors dans les années 80, les choses changent, notamment parce que c'est là qu'on a la première preuve observationnelle que les ondes gravitationnelles existent bien, via l'observation du pulsar double 1913 plus 16. Donc, dès le début des années 80, on mesure que son orbite rétrécit avec le temps, qui est tout à fait compatible avec ce qu'on attend, le fait que le système perd de l'énergie par émission d'ondes gravitationnelles. Donc c'est à ce moment-là que la conception des grands interféromètres prend vraiment toute son ampleur. Et finalement, au début des années 90, les agences de financement décident de faire le pari et voilà, de construire des instruments de première génération. Donc c'était des vrais instruments, hein, pas des prototypes, mais dont on savait qu'ils pourraient être amenés à évoluer si leur sensibilité s'avérait insuffisante, ce qui a été le cas. Alors, ces grands interféromètres qu'on trouve sur Terre actuellement, donc on en a 3 qui ont déjà gagné leur galon de détecteurs d'ondes gravitationnelles et un 4e qui arrive. Donc les 3, ce sont donc les 2 LIGO aux États-Unis, donc qui font 4 km chacun. Virgo en Italie avec 3 km, donc qui est le projet dans lequel le CNRS est impliqué. Et puis donc le dernier, donc Kagra au Japon, donc 3 km sous la montagne, qui a été construit et qui est en train d'être mis au point pour atteindre une sensibilité qui lui permettra de rejoindre les campagnes d'observation. Alors vous verrez que le LIGO Livingston, là, celui qui est en Louisiane, il se trouve au milieu de la forêt. J'essaierai bien de vous vendre en fait que c'est parce que les collègues ils ont parlé à Philippe et qu'ils ont compris l'intérêt d'avoir une métaforêt pour faire une barrière sismique et isoler le site. Je ne sais pas si vous allez me croire. Et en l'occurrence, c'est un peu pourri du point de vue sismique parce que qui dit forêt dit bûcheron qui abattent des arbres. Et quand ça tombe, ça vibre et c'est pas génial. Mais ça n'empêche que c'est le détecteur le plus sensible actuellement. Alors les détecteurs LIGO Virgo qui existent aujourd'hui, donc c'est la 2e génération d'instruments. Ils ont été précédés par la première génération, donc qui a pris des données au milieu des années 2000. Donc sans détection à la clé, même dans leur version déjà un petit peu améliorée. Ça n'empêche que cette première génération, elle a permis de démontrer que c'était possible, malgré tout, d'atteindre ce genre de sensibilité dont on a besoin, de faire des observations, de faire un petit peu de physique, même si c'était avec des résultats négatifs, de mettre en place aussi ce mode de collaboration assez original qui est le nôtre depuis donc, le milieu des années 2000, où LIGO et Virgo partagent complètement leurs données et les analysent aussi de manière complètement intégrée. En fait, c'est une seule collaboration qui chapeaute les 2 collaborations distinctes. Et puis, donc vers 2010 aussi, c'est la période où on a commencé à analyser nos données en temps réel pour s'entraîner à envoyer des alertes vers nos collègues de l'astronomie traditionnelle, on va dire, pour pouvoir rechercher des contreparties aux sources d'ondes gravitationnelles le jour où on en détecterait. Alors le succès est venu avec la 2e génération, donc les détecteurs avancés, Advanced LIGO, Advanced Virgo, avec les premières détections, qui sont maintenant plusieurs dizaines. Donc c'est vraiment là que les choses ont pris leur essor. Ces détecteurs, on continue à travailler, à les faire progresser, à améliorer la sensibilité dans les infrastructures existantes, tout en pensant à la 3e génération qu'on espère faire advenir, disons, la prochaine décennie, donc pour là pouvoir vraiment sonder l'univers en profondeur avec les ondes gravitationnelles. Alors, ces détecteurs interférométriques, donc, dans le principe, ils sont simples. Hein, à la base, c'est un interféromètre de Michelson. La géométrie est particulièrement bien adaptée
Donc pour coupler ces déformations avec ce pattern spécifique des ondes gravitationnelles là, qui contractent et dilatent dans deux directions perpendiculaires. Alors ce qui va jouer le rôle de masse libre dont on va monitorer la séparation, pour nous ça va être les miroirs de l'interféromètre, donc miroirs suspendus pour qu'ils soient à peu près libres. Alors après, quand on regarde les chiffres, donc c'est là que ça devient difficile. Donc pour atteindre des amplitudes d'ondes gravitationnelles H de l'ordre de 10-22, 10 puissance moins 21, même avec des envergures de plusieurs kilomètres, ça veut dire être capable de mesurer donc des variations de distance entre les miroirs au niveau de 10-18 mètres. Donc le principe est simple, l'onde gravitationnelle induit un déphasage entre les faisceaux dans l'interféromètre, modifie l'intensité lumineuse en sortie. Toute la difficulté, c'est d'arriver à faire la mesure au niveau de sensibilité dont on a besoin. Donc ça amène à ce que la configuration en pratique elle soit plus complexe qu'un simple interféromètre de Michelson. Donc on va commencer par régler sur la frange noire, c'est là qu'on est le plus sensible. En particulier, c'est ce qui permet d'optimiser le rapport signal à bruit par rapport au bruit de photons, qui donc exprimé en termes d'amplitude d'onde gravitationnelle va être d'autant plus faible que la longueur des bras est grande et que la puissance incidente dans l'interféromètre est grande aussi. Alors si on regarde les chiffres dont on a besoin pour atteindre les H que je mentionnais juste avant, donc on se rend compte qu'il faudrait dans l'idéal des longueurs de l'ordre de 300 km et une puissance incidente d'1 kW. Alors comment est-ce qu'on obtient ça? Donc déjà on va insérer des cavités Fabry-Perot dans les bras, donc ils vont nous permettre d'amplifier le signal d'onde gravitationnelle par rapport au bruit de photons et d'atteindre des longueurs effectives de cet ordre-là. Et puis, on va aussi recycler la puissance lumineuse avec un miroir de recyclage de puissance qui vont permettre d'atteindre une puissance incidente de l'ordre du kilowatt, même si la puissance d'entrée du laser est beaucoup plus modeste. Et puis alors dans les versions plus récentes, donc plus modernes des détecteurs, on a aussi un nouveau miroir là, qui apparaît en bas, donc miroir de recyclage du signal qui nous permet aussi d'amplifier le signal d'onde gravitationnelle, et aussi des techniques d'optique quantique assez sophistiquées pour réduire justement le bruit de photons. Alors bon, ça c'est la configuration optique, c'est une chose. Après, ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir des lasers qui soient extrêmement bien stabilisés à tous les niveaux. Il va nous falloir des miroirs quasi parfaits qu'on place dans l'ultravide. Et puis, ces miroirs, il va aussi falloir les suspendre à des dispositifs assez sophistiqués pour les isoler sismiquement de leur environnement. Alors nous, quand on parle de bruit sismique, c'est pas au sens auquel on a entendu parler hier, c'est pas tant les séismes qui vont nous gêner, même s'ils vont nous gêner ponctuellement, mais c'est plutôt le fait que le sol bouge en permanence, donc un mouvement à la fois d'origine sismique proprement dit, et puis tout simplement lié à l'activité humaine. Alors autour du Hertz, le mouvement du sol, c'est de l'ordre du micron. Donc c'est pas beaucoup, mais c'est quand même 14 ordres de grandeur par rapport à ce dont nous on a besoin. Alors, du coup, donc nos détecteurs vont avoir une certaine sensibilité qui va dépendre de la fréquence. Donc c'est donc un exemple, vous voyez là, c'est la courbe noire là, sur la figure en bas à gauche. Donc bon, vous voyez que c'est quelque chose qui a une certaine structure, hein, c'est un peu compliqué. Donc cette sensibilité, elle va être limitée par des bruits fondamentaux, donc à haute fréquence, donc typiquement bruit quantique, bruit de photons. À très basse fréquence, qu'on voit à peine sur la figure, mais on va avoir le bruit sismique qui remonte extrêmement rapidement à mesure que nos suspensions n'isolent plus les miroirs. Et puis on a toute cette zone intermédiaire, donc avec un minimum qui est général vers 100-150 Hz, qui va être dominé par le bruit thermique de manière fondamentale, mais aussi beaucoup par des bruits techniques d'origine vraiment multiples
diverses et variées, voilà, qui vont nous compliquer la vie. Et c'est vraiment un défi d'arriver à expliquer à n'importe quel moment le budget de bruit qui vraiment permet de rendre compte de la sensibilité qu'on a à n'importe quel moment. On n'y arrive jamais parfaitement, il y a des moments ça colle bien, il y a des moments ça colle pas du tout. C'est vraiment des instruments qui ne sont pas du tout plug and play et qui restent difficiles à comprendre et à faire évoluer. Alors donc cette courbe de sensibilité un peu complexe, on aime bien la résumer sous la forme d'un chiffre unique, qui est un peu notre facteur de mérite qui permet de quantifier simplement la sensibilité d'un instrument. Donc ça, on le fait en comparant la courbe de sensibilité au signal attendu pour une source canonique. On prend généralement comme étant une coalescence d'étoiles à neutrons. Et donc en calculant le rapport signal sur bruit à toutes les fréquences et en intégrant ça, on peut calculer la portée typique à laquelle on va être capable de détecter une coalescence d'étoiles à neutrons avec un rapport signal à bruit de 8. Donc c'est notre mesure typique de sensibilité, et c'est ce que vous voyez représenté donc, sur les figures du haut, donc en fonction du temps. Donc en se concentrant sur les périodes d'observation qu'on a eues avec les détecteurs de deuxième génération, hein, donc on ne remonte pas à la préhistoire, donc on commence en 2015 avec le run O1, puis quelques mois, une petite année en 2017 pour le run O2, et puis à nouveau une petite année en 2019-2020 pour le run O3. Donc vous voyez cette portée typique, ou BNS range, pour les différents détecteurs. Donc LIGO Livingston, donc il commence en vert sur le plot de gauche et puis qui devient bleu ensuite. LIGO Hanford en rouge, et puis Virgo en violet, donc qui apparaît, donc qui revient dans sa configuration Advanced Virgo vers la fin du run O2. Donc vous voyez une tendance générale à l'augmentation, hein, et ça se fait pas tout seul, ça demande beaucoup d'efforts évidemment. Et puis vous voyez aussi que c'est pas très lisse, hein, ça fluctue beaucoup, il y a des bons jours, il y a des jours moins bons, ça a tendance à être meilleur la nuit que le jour, etc. Ça reste des instruments délicats qu'on n'arrive pas à toujours faire fonctionner au top de sensibilité. Voilà, donc néanmoins, la portée augmente, et donc le volume d'univers qu'on est capable de sonder augmente aussi. Et donc quand on l'intègre en fonction du temps, c'est ce qu'on a sur le plot en bas à droite, et on voit le nombre d'événements détectés qui augmente avec ce volume sondé intégré. Alors, donc les détections aujourd'hui, on en est une cinquantaine, et qui sont tous du même type, hein. Donc on parle toujours de coalescence de binaires compacts, et donc en particulier coalescence de trous noirs, parce qu'on a aussi quelques coalescences d'étoiles à neutrons, dont évidemment le plus emblématique reste le tout premier qu'on ait jamais détecté, hein, celui du 14 septembre 2015. Donc ce qu'on voit vraiment, c'est la fin de ce processus spiralant où les deux objets tournent l'un vers l'autre en se rapprochant, donc jusqu'au moment où les deux objets fusionnent, et puis où le trou noir final se désexcite pour arriver à l'état fondamental. Donc on a un peu ces trois phases dans le signal, avec vraiment ces oscillations qui témoignent directement des orbites des objets, et avec ce pattern caractéristique, donc ce qu'on appelle le chirp, avec l'amplitude et la fréquence qui augmentent au cours du temps, et qu'on voit très bien dans le plan temps-fréquence, hein. Donc c'est des espèces de virgules jaunes sur fond bleu là qu'on voit dans le plot du milieu, qu'on voit bien à l'œil nu pour les événements relativement intenses, hein. C'est pas toujours le cas. Alors pour répondre à la question de Patrick, oui, on parle quand même d'énergies qui sont mises en jeu, qui sont assez impressionnantes. Donc cet événement-là, l'énergie qui est dissipée sous forme d'ondes gravitationnelles, c'est 3 fois la masse du Soleil, et cette énergie, elle est dissipée essentiellement dans les tout derniers instants, toutes dernières fractions de seconde. Donc c'est quand même des luminosités, voilà, c'est ce qu'il y a de plus lumineux entre guillemets dans l'univers. Pour autant, ce qu'il en reste dans nos détecteurs, ça reste
les effets infinitésimaux. Le film qui passe, c'est une simulation ou c'est... Absolument. Moi j'ai une question aussi. Dans les données, les longues périodes ont des amplitudes plus faibles, qui augmentent avec le temps, et dans le modèle, ça a l'air constant. C'est parce qu'en fait, il y a un filtrage qui a été appliqué pour faire ressortir les fréquences qui nous intéressent, pour qu'on arrive à le voir comme ça. Et ça fait cet artefact-là qu'on a l'impression que les fréquences plus basses ne sont pas là. En fait, c'est qu'elles ont été un peu enlevées pour qu'on le voit. Une remarque sur les chirps, les gazouilles. Ce sont les formes de signaux qu'on utilise en théorie du radar et du sonar et en imagerie, parce que ce sont les formes de signaux qui ont une autocorrélation la plus étroite possible et qui font que le rapport signal à bruit, quand les gens ont envoyé des chirps qui reviennent mais qui sont noyés dans du bruit, ce sont les signaux qui sont les plus facilement détectables. En théorie du signal, en théorie du signal, les chirps, et les chirps sont, les chirps, c'est une modulation linéaire de fréquence, en gros, ou une modulation plus compliquée de fréquence, et l'équivalent dans l'espace des chirps, ce sont les hologrammes. Et les hologrammes, ce sont des formes spatiales qui, lorsqu'on étudie les fréquences spatiales, elles sont du même genre. Et c'est un peu les lois qui ressemblent à des anneaux de Fresnel et des choses comme ça. Et c'est aussi des formes qui sont les plus facilement reconnaissables dans un bruit à deux dimensions. Donc, au passage, c'est amusant de voir que la nature fait bien les choses. Et vous envoie des chirps. Si vous envoyez une seule fréquence... Mathias, je te redonnerai un créneau. D'accord. Je ne suis pas obligé d'occuper ceux de mes camarades. Ce sera décompté sur le temps de question. C'était pour rapprocher ça de notre domaine. C'est intéressant. Et clairement, ce n'est pas l'analyse de données qui est le plus compliqué dans cette affaire-là. Alors, voilà, du coup, pour venir un peu à la physique qu'on fait avec tout ça, alors, la physique, on va la faire essentiellement à partir de ce qu'on peut apprendre sur les sources et sur la propagation du signal. Alors, ce qu'on va... Donc, vous voyez ici différents exemples de signaux. Donc, il y a une certaine diversité qui reflète la diversité des paramètres des sources. Donc, ce qu'on va extraire de tout ça, c'est à la fois donc, les paramètres intrinsèques qui affectent la dynamique du signal, donc les masses qu'on mesure assez bien, les spins des objets, là c'est beaucoup plus difficile. Et puis des paramètres extrinsèques qui vont aussi affecter comment le signal apparaît dans notre détecteur, donc la distance, la localisation dans le ciel, l'orientation et tout ça. Alors, à partir de ça, ça va nous permettre de faire de l'astrophysique des sources, de regarder quelle est la distribution des masses, des spins, quelle est la fréquence de ces coalescences, comment se sont formés les binaires, qu'est-ce que ça nous apprend pour l'évolution stellaire, les liens avec les sursauts gamma, avec les kilonovées. On peut se poser des questions rigolotes aussi, comme est-ce que les signaux qu'on observe, il se pourrait qu'ils aient subi un effet de lentille gravitationnelle sur la propagation. Donc il y a tout un volet physique fondamental qui vont s'intéresser aux ondes gravitationnelles pour elles-mêmes, pour vérifier si elles ont bien les propriétés que leur prête la relativité générale, est-ce qu'elles ont bien deux modes de polarisation, est-ce qu'elles se propagent à la vitesse de la lumière, est-ce qu'on verrait des signes de dispersion du signal dans la propagation qu'on n'attend pas. Qu'est-ce qu'on peut apprendre sur les étoiles à neutrons, sur leur structure? Et ces trous noirs, est-ce que ce sont bien ceux de la relativité générale ou est-ce que pourrait y avoir des scénarios plus exotiques, en particulier, est-ce qu'il se pourrait que ce soit des trous noirs primordiaux qui auraient été créés dans les premiers instants de l'univers? Et puis aussi un volet cosmologie, avec le fait que ces coalescences binaires, ce sont des sirènes standards qui nous donnent une nouvelle sonde pour mesurer l'expansion de l'univers. Et alors tout ça, on va le faire différentes approches. Il y a des choses qui vont essentiellement dépendre de la taille de notre échantillon, c'est essentiellement une question de statistique. Et puis il y a d'autres choses où au contraire, c'est plus important d'avoir un événement vraiment exceptionnel qu'on détecte avec un rapport signal à bruit très élevé qui va nous permettre de faire des tests fins.
Et puis aussi, souvent, les ondes gravitationnelles, ça ne suffit pas. On a besoin de croiser ça avec ce que peuvent nous apporter d'autres messagers. Alors, on va pas passer tout ça en revue, je vais essayer de donner quelques exemples. Donc en commençant par les masses des binaires qu'on détecte. Alors déjà, on détecte essentiellement des coalescences de binaires de trous noirs, bien que... L'orientation des détecteurs, ça a une conséquence sur l'angle solide d'observation dans le ciel ou Tout à fait. Donc ces détecteurs qui sont pas du tout directionnels au sens où un télescope d'astronomie classique peut l'être, et qui sont quand même un petit peu directionnels, c'est-à-dire que si on regarde leur réponse d'antenne, en fait c'est plutôt une cacahuète qu'une sphère, donc ils sont particulièrement sensibles pour des sources qui sont directement au-dessus ou directement en dessous, et puis il y a des angles morts dans les bissectrices du plan, en fait. Oui, donc les coalescences de trous noirs, en fait, intrinsèquement, c'est plus rare que les coalescences d'étoiles à neutrons, c'est à peu près 10 fois plus rare. La seule chose, c'est que comme les trous noirs sont plus lourds, en fait, ce sont des sources plus intenses, et donc on peut les voir beaucoup plus loin, et finalement, c'est elles qui dominent l'échantillon. Alors, ce que vous voyez sur le plot, en fait, c'est les masses des trous noirs, des binaires qu'on a détectés, aussi les étoiles à neutrons. Donc sur l'axe Y, en X, c'est rien de spécial, c'est juste pour les voir tous. Et qui sont donc en bleu, les trous noirs ondes gravitationnelles, et qui sont comparés en violet aux trous noirs qui étaient observés auparavant dans les binaires X de la galaxie. Donc ça a été la première surprise, en fait, que nos trous noirs, vus avec les ondes gravitationnelles, sont beaucoup plus de masse beaucoup plus élevée que ceux qui étaient observés auparavant, qui tournaient autour de 5, 10, 15 masses solaires, alors que nous, c'est très typiquement au-dessus de 25 masses solaires. Alors, donc ça a un peu surpris les collègues astrophysiciens. C'est pas la révolution, c'est assez facile de faire des trous noirs de ces masses-là pour peu qu'il y ait peu de métaux dans l'environnement, mais c'était quand même une surprise. Ensuite, donc on a des trous noirs massifs, mais qui ne montent pas non plus à très haute masse. Il y a une coupure apparente qui se manifeste vers 45 masses solaires. Donc ça, a priori, pour le coup, c'était attendu. Ça correspond au fait à ce qu'on attend à ce que les étoiles très massives, en fait, subissent des supernovées catastrophiques qui dispersent toute la matière et qui laissent rien derrière elles ou très peu. Donc en fait, ça fait une certaine limite naturelle à la masse des trous noirs qu'on peut atteindre. Alors après, il faut expliquer comment se sont formés ces binaires, avec deux grandes catégories de scénarios. Est-ce qu'on avait deux étoiles qui ont été en couple depuis le début et qui sont devenues l'une après l'autre trous noirs, ou est-ce qu'on a des trous noirs qui se sont formés individuellement et puis qui après se sont mis en binaire par capture gravitationnelle dans des environnements denses. Donc ça, c'est des choses qu'on peut explorer, même si on n'a pas encore la réponse aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un mass gap entre les étoiles à neutrons et les trous noirs? Voilà, une chose qu'on va voir. Et puis, ce qui reste au terme d'une coalescence d'étoiles à neutrons, est-ce que ce sont des étoiles à neutrons? Est-ce que ce sont des trous noirs? Ça, c'est des choses qu'on ne sait pas encore. Alors, donc ces différentes coalescences, si on les place dans un plot différent, donc qui montre la masse de l'objet le plus lourd en X et puis la masse de l'objet le plus léger en Y. Donc on voit comment ils se répartissent. Alors on voit que finalement le tout premier, la GW150914, donc qui était absolument extraordinaire parce que c'était le tout premier, bon finalement il est relativement banal, il se situe avec des masses assez typiques, avec des masses qui sont assez similaires entre les deux objets. Mais on voit aussi qu'on a un peu des cas particuliers sur ce plot. En particulier, là on a un événement donc, de 2019, 1908-14, qui est un système asymétrique, donc avec un trou noir de 23 masses solaires et l'objet le plus léger, 2,6 masses solaires. Est-ce que c'est une étoile à neutrons? Ce serait la plus lourde jamais vue dans un système binaire. Est-ce que c'est un trou noir? Ce serait le plus léger jamais vu dans un système binaire. On ne sait pas. Et puis, alors, du coup, le fait qu'il y a une asymétrie dans les masses,
ça fait émerger des effets assez sympas. J'ai bien compris que pour être pris au sérieux, il ne fallait pas les modes. Donc nous aussi, on a des modes d'ordre supérieur, s'il vous plaît. Donc en fait, si on décompose l'onde gravitationnelle qui était mise en harmonique sphérique, donc le premier mode, le mode fondamental qui est dominant, ça va être un mode quadrupolaire 2-2. Mais en fait, on peut avoir aussi des harmoniques supérieures. Donc, qui vont se manifester en particulier quand on a des masses asymétriques. Et donc c'est le cas pour cet événement-là. Donc ça fait en fait un chirp secondaire parallèle au premier, donc à plus haute fréquence, qu'on mesure avec une manière statistiquement très significative pour cet événement-là. Donc un autre cas particulier, alors là pour le coup, là, tout en haut à droite, donc GW 190521, donc notre source la plus massive et la plus lointaine à présent, avec un trou noir final qui approche les 150 masses solaires. Donc ça c'est particulièrement intéressant, ça en fait le premier trou noir de masse intermédiaire confirmé. Donc les trous noirs, on en connaît de deux catégories, hein, donc les trous noirs de masse stellaire, donc vestiges d'étoiles, et puis les trous noirs supermassifs qu'on trouve au centre des galaxies. Une des problématiques de l'astrophysique, c'est d'expliquer comment les supermassifs se sont formés, donc avec un scénario tout à fait plausible, qui est que ce soit formé de manière hiérarchique, avec des trous noirs plus légers qui fusionnent pour former des trous noirs de plus en plus lourds, ce qui suppose quand même d'observer tous les chaînons intermédiaires dont on n'avait pas vraiment de cas confirmés jusqu'à présent. Donc celui-ci, c'est le premier, pas encore très très lourd, mais c'est un premier chaînon, avec aussi des questions qui se posent pour les trous noirs de la binaire, dont les masses, en particulier celui du plus élevé, qui se trouve au-delà de cette limite imposée par les supernovae par production de paires que j'expliquais tout à l'heure, donc avec la question associée de comment ces trous noirs se sont formés. Donc ensuite, on a ces cas particuliers des coalescences d'étoiles à neutrons qui sont particulièrement intéressants. Donc GW 170817, donc le tout premier, particulièrement emblématique parce que c'était aussi un événement multimessager avec un sursaut gamma et une kilonova à la clé. Donc un signal très intense, un SNR de 32, ça reste le signal le plus intense qu'on ait observé jusqu'à présent. Donc observé avec 3 détecteurs en fonctionnement au moment où le signal a été reçu, ce qui a permis de bien le localiser, donc 28 degrés carrés, donc ça c'est bien pour nous, évidemment, par rapport au standard de l'astronomie, c'est pas terrible du tout, mais pour nous c'est bien. Ce qui avait permis de le localiser suffisamment précisément pour pouvoir rechercher les contreparties électromagnétiques, ce qui avait amené à la découverte de la kilonova. Donc celui-là avait des masses tout à fait standards pour des étoiles à neutrons. Et puis donc la deuxième coalescence d'étoiles à neutrons qui a été observée en 2019, donc c'était un signal moins intense, et puis qui avait été observé avec seulement 2 détecteurs. Et donc là vous voyez que la localisation, vous voyez la carte du ciel ici, c'est très mauvais, plus de 8000 degrés carrés. On ne peut presque plus parler de localisation, évidemment. Et donc, quand on envoie les collègues chercher une contrepartie là-dedans, ils n'y arrivent pas, mais ce n'est pas étonnant. Donc, tout ça pour dire que ça reste des événements rares, ça reste difficile, on ne gagne pas à tous les coups. Et donc, celui-là avait aussi caractéristique intéressante que les masses sont un peu plus élevées. Alors, pour revenir à celui de 2017, donc il y a énormément de physique qui a été fait avec cet événement, unique mais très intense, et puis tout le contexte multimessager. Donc a permis de confirmer la connexion qu'on supposait depuis longtemps entre coalescence d'étoiles à neutrons et sursaut gamma court, confirmation de la connexion avec la kilonova, et du coup tout le processus associé de nucléosynthèse d'éléments lourds, puisque donc cette matière éjectée dans la coalescence est extrêmement riche en neutrons et permet de synthétiser des événements lourds par processus R. Et puis, alors du point de vue la plus dynamique et signal d'onde gravitationnelle, les premiers efforts pour essayer de voir dans le signal l'empreinte, une
possible déformabilité de l'étoile à neutrons, donc qui se déformerait par les forces de marée de son compagnon juste avant la coalescence. Donc ça c'est un effet qui est vraiment subtil, qui est à haute fréquence, là où nos détecteurs ne sont pas les plus sensibles. Donc pour l'instant on n'a pas de preuve de ça, mais on commence à mettre des limites et à contraindre un peu les étoiles à neutrons avec ça. Cet événement il a aussi permis de tester des piliers de la relativité générale, hein, en comparant les temps d'arrivée entre le sursaut gamma et le signal d'onde gravitationnelle, qui nous permet de montrer que les deux signaux se propagent à la même vitesse à une précision qui est très bonne, avec un événement unique. On est tout de suite à 10-15. Et on peut aussi le faire sur le retard Shapiro et montrer que les deux sont aussi affectés par le potentiel gravitationnel le long de la propagation de la même manière. Donc ça, c'est spectaculaire, et mine de rien, ça fait tout de suite un ménage assez violent dans les théories alternatives de la gravitation, puisque ça met de côté toutes celles qui avaient des prédictions différentes à ce niveau-là. Alors de manière générale, on peut aussi faire des tests un peu plus fins et approfondis de la relativité générale. Donc pour vous donner quelques ordres de grandeur, donc les vitesses orbitales dans le système solaire, c'est de l'ordre de 10-5 par rapport à la vitesse de la lumière. Dans les pulsars binaires les plus relativistes, c'est au niveau du pour 1000. Or là, dans les coalescences de trous noirs, juste avant la coalescence, on atteint des vitesses qui sont comparables à la vitesse de la lumière. Donc on n'est pas du tout dans le même régime, c'est des régimes de champ très forts, avec des effets non linéaires très présents. Voilà, donc c'est hyper intéressant d'aller tester là. Donc bon, on fait plein de choses différentes. Bon, à la base, on regarde à quel point nos données collent avec les modèles, et puis on essaie de contraindre des possibles déviations avec ça. Alors, on n'est pas encore dans la physique de précision, hein, clairement, c'est vraiment que le début, mais il y a toute cette perspective ici. Alors l'autre perspective très intéressante, c'est de mesurer la constante de Hubble pour mesurer le taux d'expansion de l'univers local avec les ondes gravitationnelles qui ne mesurent pas le redshift, mais qui mesurent une distance de luminosité. Donc il faut obtenir le redshift d'autres manières, donc typiquement avec une contrepartie électromagnétique. Donc on a fait la première mesure avec GW 1708-17, mesure qui en elle-même n'est pas du tout compétitive, hein, évidemment, un seul événement, distance mesurée pas très précisément, vitesse de récession de la galaxie pas non plus. Tout l'intérêt, en fait, c'est dans le potentiel que ça ouvre, les perspectives que ça ouvre, pour pouvoir avoir une mesure indépendante des deux méthodes traditionnelles qui ont le mauvais goût de ne pas être en accord entre elles. Alors pour finir, pour parler un peu du futur, donc, et relier un peu les enjeux instrumentaux et les enjeux scientifiques. Donc clairement, il y a un enjeu de sensibilité. Il faut faire progresser nos instruments pour avoir plus d'événements et des signaux plus intenses. Il y a une problématique de bande passante. On veut gagner en sensibilité à basse fréquence, c'est ça qui nous permet d'accéder à des coalescences de trous noirs de masse plus élevée, d'améliorer notre mesure des paramètres. Mais on veut aussi gagner à haute fréquence, parce que c'est là que pourraient se passer les signaux post-coalescence, par exemple pour les étoiles à neutrons, bien mesurer le ring down du trou noir final. Il y a des enjeux de taille du réseau, hein. Clairement plus on a de détecteurs et mieux c'est, en particulier pour la localisation. Donc il faut des détecteurs qui soient robustes, avec un bon cycle utile, qu'on en ait beaucoup pour en avoir 3 en même temps le plus souvent possible. Poursuivre l'approche multimessager, donc on a cette politique d'envoyer des alertes publiques, donc on essaye de faire une aussi faible latence que possible, et même on espère un jour pouvoir faire à latence négative, c'est-à-dire que pour des événements très intenses, arriver à donner l'alerte avant la fin du signal et avant la coalescence. Encore un petit peu de la science-fiction, mais on espère y arriver. Et puis étendre le spectre avec des détecteurs différents. Donc en particulier, le sujet chaud du moment là, dans la communauté, c'est ce qui se passe du côté de la chronométrie des pulsars. Donc là, ça n'a plus rien à voir, il n'y a pas de détecteur à proprement parler, juste qu'on utilise des pulsars donc, de la galaxie comme des horloges ultra stables qui vont disons les temps d'arrivée des impulsions radio peuvent être affectés par le passage d'ondes gravitationnelles entre le pulsar et le radiotélescope. Donc ça fonctionne dans la gamme du nanohertz.
Et il y a 3 collaborations au monde qui font ça, donc une aux États-Unis, une en Europe et une en Australie. Les Américains en fait ont annoncé il y a quelques mois qu'ils commencent à voir émerger un signal en fait qui est voilà, un signal qui est commun aux différents pulsars qui monitorent. Donc ils monitorent une 50aine de pulsars. Et avec ça, en fait, ils sont sensibles à la superposition stochastique des signaux d'ondes gravitationnelles de binaires de trous noirs supermassifs. Donc, vous voyez, dans le petit diagramme que je vous montrais tout à l'heure, là, on commence à avoir des indications à l'autre bout de la chaîne. C'est-à-dire si ce signal est confirmé, parce que pour l'instant, voilà, il y a un processus commun, mais on ne voit pas encore les corrélations spatiales entre les pulsars 2 à 2 avec le pattern qu'on attend si c'est bien un signal d'onde gravitationnelle. Donc tant que cette étape-là n'est pas franchie, le signal n'est pas confirmé, mais si il est confirmé, le jour où il sera confirmé, voilà, on aura les indications que des trous noirs supermassifs arrivent à se rapprocher suffisamment pour entrer dans ce régime où le signal, la source devient une bonne émettrice d'ondes gravitationnelles. Alors à plus long terme, voilà, donc il y a ce projet qui avance d'envoyer un interféromètre de plusieurs millions de kilomètres dans l'espace. Donc ça c'est le projet LISA qui a été sélectionné par l'ESA donc pour un lancement quelque part au milieu de la prochaine décennie. Donc ça a été rendu possible par le succès du démonstrateur LISA Pathfinder qui a permis de montrer qu'on sait maintenir 2 masses test en chute libre avec une accélération résiduelle qui est au niveau du femto-g, et ça c'est une des techniques essentielles pour pouvoir espérer faire marcher LISA. Et alors pour boucler la boucle et revenir au futur de nos détecteurs terrestres, donc à moyen terme, on va continuer cette alternance de prise de données de 1 ou 2 années et de périodes de shutdown où on travaille sur nos détecteurs pour les faire progresser. Donc le prochain run au 4 au milieu de l'année prochaine, sans doute un peu plus tard que prévu parce qu'avec la crise sanitaire on a pris du retard. Et puis un run au 5 voilà, vers 2025-2026, là on espère atteindre les 300 mégaparsecs pour nos portées d'étoiles à neutrons. Ça ne va sûrement pas s'arrêter là, hein. On va essayer de continuer, même si les plans ne sont pas encore bien définis, pour faire la soudure avec ce qu'on imagine être la 3e génération d'instruments, donc avec 2 projets sur la table, donc un projet européen, Einstein Telescope, donc 10 km sous terre, et un projet américain, Cosmic Explorer, qui envisage plutôt un interféromètre en L classique, plus long et en surface. Voilà, donc conclusion, je ne pense pas avoir rendu justice aujourd'hui à la prouesse instrumentale qu'il y a derrière ces détections, mais clairement il y avait cette dimension d'aboutissement, mais ce n'est pas le plus important. Finalement le plus important c'est tout ce vers quoi ça ouvre et toute la physique qu'on va pouvoir faire avec ça, et clairement on n'est qu'au tout début, c'est un contexte multimessager et multilongueur d'onde. Malgré les interruptions. Donc on va commencer Baptiste. Merci beaucoup pour cette présentation très claire et très intéressante. Une fois que vous avez une détection, donc vous avez un enregistrement, pour l'instant, ou peut-être 3 si vous en avez 3, et vous déterminez plein de paramètres. C'est un problème inverse finalement que vous avez. Comment vous le résolvez? Il doit y avoir des trade-offs entre les différents paramètres que vous cherchez. Alors, disons que c'est plutôt que alors, ça va être de l'inférence bayésienne en fait, où on a des modèles, hein, on est capable de calculer les formes d'ondes attendues pour les différents paramètres. Donc en gros, on va fitter les paramètres qui correspondent le mieux. Après, tous les paramètres n'interviennent pas au même niveau. La dynamique, elle va être déterminée au premier ordre par les masses, même par une combinaison des masses. Donc c'est ce qu'on va mesurer le mieux. Les spins
des objets vont intervenir à des ordres supérieurs et donc vont être beaucoup moins faciles à observer. Les effets de marée des étoiles à neutrons, c'est encore des effets voilà, d'ordre supérieur qui est encore plus difficile. Donc c'est un peu cette hiérarchie-là. Voilà. Alors après, ça n'empêche qu'il y a des dégénérescences. Hein. Par exemple, typiquement, entre la distance et l'orientation de la binaire, c'est difficile de faire la différence entre une source proche, pas très bien orientée, et une source lointaine, bien orientée. Donc voilà, il y a ces effets-là qui font qu'il y a des paramètres qui sont plus ou moins bien mesurés. Si on parle d'astronomie gravitationnelle, ça veut dire qu'il y a suffisamment d'événements pour alimenter ces mesures. Et j'avais cru comprendre que cette fréquence des événements, ça avait été une surprise pour la communauté, qu'il y avait beaucoup plus d'événements que ce à quoi on s'attendait, non? Alors, c'est pas tant ça. Un petit peu, mais bon, les prédictions s'étalaient quand même sur facile 3 ordres de grandeur, hein, donc on était clairement dedans. La vraie surprise, ça a été plutôt les masses élevées qui font que même à taux constant, en fait, on les voit plus loin que ce à quoi on s'attendait, donc on sonde un volume plus grand et donc le taux de détection, lui, est nettement plus élevé que ce qu'on attendait. Le taux intrinsèque à l'échelle d'une galaxie de coalescence binaire de trous noirs, pas tellement en fait. Juste une petite remarque, j'ai eu la chance d'avoir une visite privée de Virgo, là, puis il est de connaître un peu, puisqu'il y a à Nice, il y a Artemis qui est impliqué. Et sur la partie optique, là, donc, que tu n'as pas eu le temps de traiter, mais c'est fantastique ce qui est fait. Quoi. Rien qu'au niveau matériaux, je crois qu'ils ont inventé un verre spécial pour faire les miroirs, parce que les verres existants n'existaient pas, c'est des gens de Lyon à l'ILM, je crois qu'ils ont fait ça. Et même au niveau optique, pour les faisceaux et pour le traitement, la propagation, la mise en forme des faisceaux, il y avait un truc qui était fascinant, c'est pour compenser les petites variations de frondons, de fluctuations du frondon, qui d'habitude sont négligeables. Déjà, ils font des frondons plats, mais ça crée des échauffements de température qui viennent, et donc du coup, ils compensent derrière avec un petit laser qui va compenser pour maintenir une température uniforme. Enfin, tout est prouesse quoi, sur ces parties-là. C'est impressionnant. En plus, avec la pression de radiation sur le miroir qu'on doit se sentir, sur ben, des échelles de 10-18. Non, mais tout. Ouais. D'ailleurs, et ça on l'utilise aussi pour calibrer, en fait, pour étalonner nos instruments. Il faut pouvoir, relier le signal qu'on mesure en sortie à un déplacement connu des miroirs. Et on fait donc c'est des références pour ça. Et on utilise entre autres la pression de radiation de laser auxiliaire pour pousser sur les miroirs. Et c'est pas le plus extraordinaire, c'est que maintenant on commence aussi à le faire par couplage newtonien. C'est-à-dire qu'on fait tourner des boules à côté des miroirs, à l'extérieur des chambres à vide, et par couplage gravitationnel, ça tire plus ou moins sur le miroir. Et c'est sans doute la méthode de calibration du futur. Et tout ça n'empêche pas le paysan du coin de labourer ses champs à côté de Virgo, parce que les champs. On a plein de temps de toute façon. Donc, est-ce que le fait qu'il y ait plusieurs maintenant télescopes style Virgo permet d'obtenir une meilleure résolution angulaire sur la détermination de la provenance de la source? Ah oui, c'est absolument essentiel. En fait, on fait que chaque détecteur lui-même est peu directif, hein, donc il faut vraiment faire de la triangulation. Donc 3 détecteurs, c'est un peu le minimum pour faire une triangulation à peu près potable. Et donc on voit clairement la différence hein, quand on a un événement avec 3 détecteurs, là, comme je disais, donc, quelques dizaines de degrés carrés ou 1 ou 2 détecteurs, où là tout de suite c'est très très mauvais. Quoi. Et dernière question, est-ce qu'il existe aussi, mais peut-être qu'on ne peut pas le mesurer encore, un bruit d'onde gravitationnelle, comme il existe en sismologie un bruit sismique qu'on peut exploiter pour faire de l'imagerie? Est-ce qu'il y aurait une raison pour qu'il y ait ce genre de phénomène? Je ne sais pas si c'est ce que tu as en tête, mais alors par exemple, on s'attend effectivement à ce qu'on ait un bruit stochastique donc gravitationnel, par exemple de coalescence de binaires. Donc nous, ce qu'on voit, c'est un peu le sommet de l'iceberg, hein, les événements résolus. Je vais encore me faire gronder parce que résolu, ça ne veut pas dire ça en français, mais voilà, les événements qu'on arrive à voir individuellement. Mais il y a toute la partie
immergé de l'iceberg qui fait un bruit de fond qu'on peut espérer détecter un jour. Ça, ce serait intéressant si on captait ce bruit de fond. Moi, j'ai une réponse à ça. En fait, les ondes gravitationnelles, c'est des ondes, d'accord? Oui, exactement. Et en fait, ce qui peut... Donc, ils obéissent forcément à des équations non linéaires. Et il pourrait se produire, j'ai un collègue qui fait ça, il pourrait se produire un phénomène de turbulence d'ondes gravitationnelles. D'accord? Donc, même si, si les pulsars, même si tu as une source qui te donne une seule fréquence, par couplage non linéaire, du coup tu fabriques toutes les séquences, les choses s'organisent. Et donc tu pourrais avoir un phénomène d'onde gravitationnelle. Il y a des... Bon, j'ai des collègues qui font ça, je les connais bien parce qu'on travaille ensemble, et ils ont fait des prédictions sur la turbulence d'onde gravitationnelle. Alors ça passe pas très bien dans la communauté, hein, parce que c'est un peu nouveau, mais... Si les événements violents ils sont à 10-18 mètres, le bruit de fond, il va quand même falloir travailler pour aller le mesurer. Oui, Oui, mais tu peux avoir eu de la cascade c'est avant. clair, non, mais tu peux peut-être que dans avoir la prochaine une étape, cascade d'énergie parce qu'il peut y avoir des cascades, en fait, dans ces turbulences d'onde, moi je connais pas du tout, mais tu peux avoir des cascades directes, auquel cas tu vas à un plus grand nombre de fréquences, mais tu peux avoir des cascades inverses. Du coup, tu vas à des fréquences plus petites, ça dépend des couplages, ça dépend des symétries et tout ça. Donc, en fait, tu pourrais avoir toute une géologie assez intéressante et oui, parce il n'est que pas exclu qu'on puisse mesurer ça un jour avec... dans les méthodes comme celles que développe Michel Campillo à partir du bruit sismique qui vient de toutes les directions, avec un petit nombre d'interféromètres, il est capable de faire une reconstruction tomographique de la Terre. Mais bon, il faudrait qu'il y ait un bruit de fond gravitationnel. On attend aussi un fond stochastique lié à la fluctuation quantique du vide originel qui donne les fluctuations du fond diffus cosmologique originel. Je crois. Oui, j'avais une question. Merci beaucoup. J'avais un commentaire et une question. Vous avez listé très bien toutes les applications des ondes gravitationnelles. Alors je sais qu'il y a un papier Astrid Lambrecht et Serge Renaud qui est absolument génial, qui est sur la décohérence en mécanique quantique. Et donc pour expliquer pourquoi les satellites autour de la planète Saturne, je crois, qui sont en fait chaotiques, on le sait. Je pense que Fabrice est très bien placé pour le savoir. Et donc la question se pose pourquoi c'est pas une fonction d'onde qui traîne autour, et pour ça il faut la décohérence. Ils ont montré que l'émission des ondes gravitationnelles est la première source de décohérence, c'est pour ça que la densité de matrice est diagonale. Ça c'est absolument génial. C'est tout petit, mais je dis que c'est incroyable. Donc ma question c'est plutôt sur le spin, parce que j'ai vu des présentations sur Thibaut Damour, etc. Et je sais que dans les équations d'Einstein, il y a le spin orbite qui est intégré. Donc ça veut dire que la coalescence de trous noirs, il y a un lien, ça dépend des spins de trous noirs. Ma question c'était plutôt, est-ce que dans les observations de Virgo, etc., en jouant avec la polarisation, les paramètres de Stokes gravitationnels, je ne sais pas, est-ce qu'on peut mesurer le spin des deux trous noirs? Est-ce que c'est un observable mesurable? C'est un observable mesurable, mais pas bien pour l'instant en fait, justement parce que voilà, il y a les effets spin-orbite qui vont intervenir à l'effet, pas à l'ordre dominant, puis après il y a les effets spin-spin qui vont intervenir à des ordres encore plus élevés, donc c'est des effets assez subtils dans la forme de l'onde, et en fait on les mesure pas très bien. On commence quand même si individuellement on ne mesure pas très bien, on commence quand même à avoir un petit peu de statistiques et on voit émerger quand même l'indication qu'il y a du spin, et en particulier que les spins ne sont pas forcément toujours alignés avec le moment angulaire. Donc ça peut nous renseigner sur les scénarios de formation, puisque si les étoiles ont toujours été en couple, en fait on s'attend à ce que tout ça soit bien aligné. Par contre, s'il y a eu des captures gravitationnelles, là les spins peuvent être un peu dans tous les sens. Donc via ces observables-là, on espère petit à petit se faire une idée sur les scénarios de formation, mais ça reste difficile. J'ai juste une question très simple, c'est technique. C'est hallucinant pour moi qu'on peut détecter 10-18 mètres.
on ne peut pas utiliser ce genre de savoir que vous avez établi depuis, je sais pas, 40 ans pour d'autres choses, pas seulement l'astronomie, je ne dis pas seulement, mais parce qu'une pression comme ça me fait penser aux horloges atomiques. D'ailleurs, est-ce qu'elles jouent un rôle dans vos mesures? J'ai deux questions liées comme ça. Est-ce qu'il y a des gens qui essaient d'extraire des choses de vos techniques pour les appliquer pour la spectroscopie? Il y a maintenant des études pour essayer de fabriquer des sismomètres ou des gravi-sismomètres pour justement détecter des ondes de gravité dans la Terre engendrées par les séismes. Et donc il y a un besoin d'avoir une précision beaucoup plus grande que celle que les sismomètres largement de nano. Donc il y a là-dedans exploiter exactement, ils travaillent, les sismologues travaillent avec les physiciens. On partage volontiers nos données, parce que c'est assez facile de faire des accords de partage de données pour faire ce genre de choses. Ah oui, moi j'ai une question historique. Une question historique naïve. En 87, je suis allée faire un stage à l'Observatoire de Nice. Et alors, dans un coin, il y avait un fou génial qui s'appelait Antoine Labeyrie. Je crois qu'ils n'entendent pas derrière. Ah oui, donc il y avait un fou génial qui s'appelait Antoine Labeyrie et il cherchait justement, il me semblait, une onde gravitationnelle. Donc j'imagine que, vu ce que tu décris, c'est normal qu'il ne les ait pas trouvés, mais par curiosité, son détecteur, il était off de combien de... Il travaille avec une barre de Weber, ce genre de choses, c'est ça? Oui. Donc déjà, c'était des détecteurs à bande très étroite, puisque ça aurait fonctionné que autour de la fréquence de résonance du cylindre. Alors ça commence à être loin, donc je ne suis pas sûre d'être capable de te citer de tête la sensibilité la meilleure qui ait jamais été obtenue, mais je pense que ça ne va pas être beaucoup mieux que 10-19. En H, je veux dire. Merci beaucoup, en très peu de temps, on croit apprendre. Mais merci infiniment. En très peu de temps, vous nous rendez très sensible à ce que vous faites. Et j'ai une petite question. Voilà. Très vite, à la fin, vous avez dit qu'il y a 2 projets de nouvel instrument. Il y a une version européenne, si j'ai bien compris, et une version américaine. Et puis, j'ai juste entendu très très vite qu'il y avait des principes de conception des 2 instruments différents. Et ce qui vient immédiatement à l'esprit comme question, c'est lorsqu'on conçoit ce type d'instrument, est-ce qu'on a une très large variété de concepts qui arrivent, ou est-ce qu'au contraire, la concentration sur ce qu'il y a à connaître tend à réduire la variété des instruments? Voilà. C'est clairement la deuxième proposition qui est correcte. Quand on regarde aujourd'hui entre LIGO et Virgo, donc bien sûr, ce n'est pas exactement les mêmes détecteurs, les paramètres ne sont pas exactement les mêmes, mais au premier ordre, c'est la même chose. Et entre Einstein Telescope et Cosmic Explorer, c'est pareil, ça va se ressembler. Dans le principe, c'est vraiment la même chose. Après, voilà, il y en a un qui va faire le choix d'essayer d'aller sous terre parce que le bruit sismique est plus faible, et puis aussi parce qu'en Europe, c'est difficile de trouver les espaces qu'il faudrait en surface, alors que les Américains n'ont pas ce problème, parce qu'en surface, ils peuvent trouver des grands espaces, donc ils vont plutôt choisir cette voie-là. Donc E.T. a aussi ce design en triangle pour essayer de mesurer les 2 polarisations en même temps. Donc voilà, il y a des petites différences à la marge, mais globalement, c'est la même chose. On a le temps pour 2 petites questions rapides. Marcel, oui. Est-ce qu'on arrive à remonter à la date de ces événements? Et si oui, est-ce qu'on a l'impression qu'ils se sont passés dans une époque spécifique ou il y en a en gros en permanence dans l'univers? Alors, on ne sait pas encore répondre bien à cette question. C'est-à-dire qu'effectivement, on mesure une distance de luminosité. Donc, si on suppose une cosmologie, ça correspond à un certain redshift. Pour l'instant, on est quand même dans l'univers local. Je crois que notre source la plus distante, elle est quelque chose comme 5 gigaparsecs. C'est même pas un redshift de 1. Donc ça reste quand même assez local. Mais effectivement, donc, on commence tout juste à mesurer le taux de coalescence,
Et la question qui vient tout de suite derrière, c'est est-ce que ça change avec le redshift? Alors, on a l'impression que peut-être que oui, que ça augmente avec le redshift, mais voilà, il va falloir plus de statistiques et puis voir plus loin pour répondre à ces questions-là. Je voulais revenir à la prouesse expérimentale de mesure, et notamment à l'impact de la sismicité. Peut-être que l'idée de la forêt n'est pas si conne, et ça vaudrait peut-être le coup de vérifier qu'effectivement ça peut avoir un effet. L'autre question, c'est est-ce qu'effectivement vous déconvoluez les signaux de déplacement du bruit de mesure autour mesuré par des sismomètres, ou est-ce que vous n'allez pas jusqu'à cette déconvolution Alors on n'y va pas encore, mais il va falloir y aller pour la simple raison qui est que pour l'instant, le bruit sismique il se couple mécaniquement, c'est-à-dire que voilà, ça bouge et puis nos miroirs sont isolés mais imparfaitement, donc ça se transmet quand même, en particulier là où les suspensions ne filtrent plus. Donc ça c'est une chose. Mais il va arriver un moment où on va être tellement sensible que le couplage gravitationnel newtonien de la Terre qui bouge va s'imprimer au miroir. Et là évidemment il n'y a pas moyen de court-circuiter ça, on ne peut pas isoler de ça. Et donc du coup là la seule solution pour s'en sortir c'est effectivement d'avoir un réseau de capteurs sismiques étendu et avec un bon échantillonnage et d'arriver à modéliser ça et le soustraire. Mais on n'y est pas encore, mais on sait qu'on va devoir y être bientôt. Merci beaucoup. On avait 5 minutes de retard au départ, on a 5 minutes de retard à l'arrivée, c'est super.